Alors dans ce premier chapitre, je vous propose de découvrir l'utilisation des variables en JavaScript. Alors le problème que l'on a maintenant, c'est comment on écrit du JavaScript. Où est-ce qu'on teste un petit peu tout ça? Donc il y a une manière très simple de tester le JavaScript. Vous vous rendrez sur n'importe quel site web et vous faites un clic droit « Inspecter ». Vous allez alors sortir l'inspecteur. Et dans cet inspecteur, vous avez quelque chose qui s'appelle la console. Donc la console vous permet de taper du JavaScript et de tester différentes choses et de tester différentes variables. Donc nous, c'est ce que l'on va utiliser dans ce premier chapitre pour tester le JavaScript. L'avantage, c'est que ça vous offre un petit système interactif pour tester et voir comment fonctionne votre code. Alors une variable, c'est un élément qui permet de stocker temporairement une valeur que l'on va pouvoir utiliser dans notre algorithme. Donc les variables s'écrivent de la manière suivante. Donc pour déclarer une variable, on écrit var suivi du nom de notre variable. Vous pouvez lui donner le nom que vous voulez. Il faut que le nom commence par une lettre. Et ensuite, ça peut contenir des lettres et des chiffres et des underscores. C'est tout. Vous ne pouvez utiliser aucun autre caractère spécial. Donc par exemple, je peux créer une variable démo, ou je peux créer une variable chat, je peux créer une variable C0. Et de la même façon, si je veux créer des variables un petit peu plus complexes, A underscore deviné. Voilà, tout ça, c'est valable. En revanche, ce que vous n'avez pas le droit de faire, c'est créer une variable qui est directement un chiffre, ou créer une variable avec des caractères bizarres. Très important. Donc là, je vais créer une variable démo et ensuite, je peux lui assigner une valeur. Donc globalement, j'ai besoin de sauvegarder une information pendant le déroulement de notre script. Je vais le faire en écrivant égal suivi de la valeur. Alors la valeur d'une variable peut être de différents types. Donc on peut créer une variable qui sauvegarde un entier, par exemple 2, 23 ou ce que l'on veut. On peut sauvegarder un chiffre à virgule, donc un réel, en mettant 4.5, 4.3 ou même un chiffre négatif. Moins 4. On peut sauvegarder des chaînes de caractères. Donc dans ce cas-là, on mettra des guillemets autour de notre chaîne de caractères. Donc les guillemets, on peut mettre soit des guillemets doubles, soit des guillemets simples. C'est véritablement à vous de voir. Il n'y a pas véritablement de réelle différence à ce niveau-là. On verra les cas spéciaux un petit peu plus tard. Et si vous voulez mettre une chaîne de caractères, vous mettez un premier guillemet, vous écrivez votre chaîne de caractères et vous fermez les guillemets. Lorsque vous êtes satisfait de votre variable, vous pouvez appuyer ici sur Entrée. Alors, note importante, si vous venez d'un autre langage de programmation, il n'y a pas besoin de mettre de point-virgule à la fin de notre instruction. Automatiquement, le moteur sait que votre ligne, c'est lorsque vous allez à la ligne que vous finissez une instruction. Donc, lorsque j'appuie ici sur Entrée, automatiquement, il va sauvegarder la valeur de cette variable démo. Si maintenant je souhaite l'afficher, il me suffit de taper démo et automatiquement, il me réaffiche « Salut les gens ». Alors le JavaScript, c'est un langage qui est faiblement typé. Donc contrairement à d'autres langages tels que le Java, les variables peuvent changer de type au fur et à mesure de l'exécution du script. Par exemple, si je me dis, tiens, maintenant je sauvegarderai bien dans démo un chiffre, je peux faire démo égale 3. Et ça ne va absolument pas le gêner. Maintenant, la valeur démo aura la valeur 3. Donc malgré ce typage faible, il faudra faire attention lorsque vous faites des opérations arithmétiques. Par exemple, lorsque vous faites une addition. Si vous faites 3 plus 4, automatiquement, ça va donner 7. En revanche, si vous vous dites, j'ajoute la chaîne de caractères 3 à 4, ça va vous donner 34. Alors là, vous pouvez vous dire, là, il nous fait une Jean-Claude Van Damme, mais c'est le système qui convertit automatiquement. Lorsque vous essayez d'ajouter une chaîne de caractères à un chiffre, il va considérer le chiffre comme une chaîne de caractères. En revanche, si jamais vous faites une opération arithmétique qui n'a de sens que sur des entiers, par exemple, je multiplie la chaîne de caractères 3 par 4. Qu'est-ce que je vais obtenir? Je vais obtenir 12. Parce qu'il dit, je ne sais pas multiplier des chaînes de caractères, donc suivant le contexte, je pense que tu parles d'un entier. Et dans ce cas-là, il fera 3 fois 4. En revanche, si j'essaie de multiplier salut les gens par 4, là, il m'affichera non. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le diminutif de not a number. On essaie d'ajouter une chaîne de caractères qui ne peut pas convertir en nombre, enfin de multiplier une chaîne de caractères qui ne peut pas multiplier en nombre à un nombre. Et du coup, il panique, entre guillemets, et il sort not a number. C'est-à-dire que le résultat de cette multiplication n'est pas un nombre. Donc, il faudra bien faire attention à ça. Donc, il est possible d'ajouter des chaînes de caractères. Si, par exemple, je fais salut, je peux ajouter les gens, On peut, même si je veux faire ça avec des variables, je peux créer une variable A qui sera salut. Je peux créer une variable B qui aura la valeur les gens. Et si je fais A plus B,
D'après vous, qu'est-ce que ça va donner? Ça donne salut les gens, parce que A c'est une chaîne de caractères, les gens c'est une chaîne de caractères, donc il ajoute 2 chaînes de caractères et il fait salut les gens. Si vous faites la chose en sens inverse, B plus A, ça va donner les gens salut. Ça n'a aucun sens, mais voilà. Si vous voulez nettoyer un petit peu la console, vous appuyez ici ou vous faites un coup de CTRL L. Donc ensuite, il existe des types de variables un petit peu plus originaux. Alors, les chaînes de caractères et les entiers, on est habitué. Vous avez la possibilité de sauvegarder ce que l'on appelle des booléens. Un booléen, c'est soit vrai, soit faux. Donc si vous voulez stocker la valeur vraie, vous mettez true. Et si vous voulez stocker la valeur fausse, vous mettez false. Et ça, vous pouvez le stocker dans une variable. Par exemple, on peut stocker une variable C qui sera égale à true. Voilà. Et automatiquement, dès que je demande C, il me donne true. Donc automatiquement, lorsque vous faites des opérations de comparaison, ça va nous renvoyer un booléen. Si je fais par exemple 3 supérieur à 4, là il me renvoie false. Il me dit le résultat de cette opération arithmétique, 3 supérieur à 4, c'est false. Donc il faut faire attention parce qu'encore une fois, ça fout le bordel lorsque vous faites ça avec des chaînes de caractères. Si vous faites 7 est supérieur à 42, vous attendez à obtenir false, évidemment, parce que 7 est inférieur à 42. Si en revanche vous faites la chaîne de caractère 7 est supérieure à 42, ça nous renvoie false parce qu'il essaie toujours de faire une comparaison. Par contre, si je mets aussi 42 sous forme de chaîne de caractères, il me renvoie true. Bizarre. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, il arrête de faire une comparaison en termes de chiffres, il voit 2 chaînes de caractères de chaque côté, et dans ce cas-là, il fait une comparaison en utilisant l'ordre alphabétique. Et il se dit, 7 dans l'ordre alphabétique, c'est bien supérieur à 4, et du coup, dans ce cas-là, la comparaison nous renvoie un trou. Donc il faudra bien faire attention malgré ce typage dynamique, c'est-à-dire qu'on peut multiplier des chaînes avec des entiers ou des choses comme ça. Le JavaScript peut aussi avoir des choses un petit peu inattendues. Et donc il faudra bien faire attention à, lorsque vous faites des comparaisons, à vérifier que votre comparaison soit faite par rapport à des chiffres et non pas par rapport à des chaînes. Donc ensuite, on a des types de variables un poil plus complexes qui permettent de sauvegarder des informations plus complexes. Par exemple, si je veux sauvegarder la liste des élèves d'une classe, je veux sauvegarder Jean, Marc et Marion. Là, je suis un petit peu embêté. On a la possibilité d'utiliser des tableaux. Donc je vais créer une nouvelle variable que je vais appeler élève et à l'intérieur, je vais mettre mes différents élèves. Donc pour créer un tableau, on met entre crochets les différentes valeurs séparées par une virgule. Donc je vais mettre Jean, je vais mettre John, et je vais mettre Marion. Donc automatiquement, ça va créer un tableau qui va contenir ces différents éléments. Pour récupérer un élément du tableau en particulier, il faut que je mette élève, suivi entre crochets de l'index que je souhaite récupérer. Donc si je souhaite récupérer le premier élève, ça sera l'index 0. Si je souhaite récupérer le second élève, c'est 1, et le troisième élève, ce sera 2. Alors pourquoi il y a un décalage? Tout simplement parce qu'en JavaScript, comme beaucoup de langages de programmation, l'index d'un tableau commence à la valeur 0. C'est comme ça. Alors ça, c'est très bien pour sauvegarder une liste d'élèves. En revanche, ça devient un petit peu limité lorsque l'on veut sauvegarder des informations complexes. Par exemple, je veux créer une variable élève, sans S, qui contiendra les informations concernant l'élève, dont notamment son nom, son âge et sa note. Si je me dis je vais créer un tableau en sauvegardant ces différentes informations, par exemple, je vais mettre Marc, ensuite je vais mettre 12 et 15. Le problème, c'est que quand je vais revenir plus tard sur mon script, je ne saurai plus du tout qu'est-ce qui correspond à quoi. Est-ce que ça c'est l'âge ou ça c'est l'âge? Donc on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des objets. Les objets permettent de sauvegarder des informations un peu plus complexes que les tableaux. Si vous avez déjà travaillé avec du PHP par exemple, c'est l'équivalent des tableaux associatifs. Alors la syntaxe d'un objet s'écrit de la manière suivante. Vous créez la variable et vous mettez les informations entre accolades. Et pour chaque élément, vous allez, contrairement à ici où il définissait un index automatiquement, vous allez écrire le nom de votre index. Par exemple, je vais mettre nom, la valeur, Marc. Ensuite, âge, l'âge de la personne, 12. Ensuite, la moyenne, la moyenne de la personne. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage par rapport au tableau, vous le voyez clairement ici, c'est qu'on a pour chaque valeur une clé qui lui est donnée, ce qui nous permettra plus tard de récupérer ça facilement. Lorsque mon objet est créé, si je veux récupérer un élément en particulier, je peux faire élève, la valeur que je souhaite récupérer. Élève.nom me donnera Marc, élève.âge me donnera, vous le devinez, l'âge, et élève.moyenne me donnera la moyenne. Hop, là j'écris n'importe quoi.
On peut écrire de cette manière-là, mais on peut aussi récupérer les informations en utilisant la même syntaxe que les tableaux. Alors c'est relativement rare, mais ça peut être utile dans certains cas, donc je vous le présente. Vous pouvez mettre élève, entre crochets, la chaîne de caractères qui correspond à la clé, par exemple âge. Et automatiquement, ça me donne la même chose que élève.âge. Donc ce sont deux manières différentes de faire les choses. Donc tant que possible, on préférera utiliser cette syntaxe-là. Alors, il est aussi possible de définir à la volée de nouvelles propriétés pour notre objet. Donc si on veut définir une nouvelle propriété, par exemple on veut la taille, on fera élève.taille. Donc si je fais ça, il me donne undefined, c'est-à-dire qu'il me dit « Oui, mais non, taille, je ne le connais pas pour cet élève. » Mais si je fais élève.taille égale la valeur que je souhaite lui donner, par exemple on va dire 180 pour un élève de 12 ans, ça fait bizarre. On va mettre 140, j'ai absolument aucune idée. Ben dans ce cas-là, si je redemande d'afficher la valeur de élève, je vois que ça a nom, âge, moyenne, et ça a rajouté la clé taille. Voilà. Donc c'est une petite particularité, mais vous pouvez faire ça sur les objets. Alors il faut savoir que dans le JavaScript, tout est objet. C'est-à-dire que les tableaux, les chaînes de caractères et même les entiers, ce sont des objets. Donc ils ont aussi, comme pour mon objet élève, ils ont aussi des propriétés. Si je reprends mon tableau élève, lorsque je fais un point, vous voyez que j'ai pas mal de choses. J'ai une propriété, par exemple, qui s'appelle length, qui me permet de récupérer la taille d'un tableau. Si je fais élève.length, ça vaut 3. Donc ces propriétés sont automatiquement définies lorsque l'on crée une valeur. Donc, ça marche aussi pour les chaînes de caractères. Si je fais marion.length, ça va me donner la taille de la chaîne de caractères. Ici, 6 caractères. Voilà, alors c'est un petit détail, mais ne vous inquiétez pas si déjà ça vous submerge, entre guillemets. On reviendra un petit peu plus tard sur ces notions-là, ces notions de propriété. Donc ce qu'il faut retenir de ce chapitre-là, c'est que globalement, on peut créer des variables. Donc pour déclarer une variable, on met le mot-clé var devant, suivi du nom de notre variable. Ensuite, on peut lui assigner n'importe quelle valeur. Donc ça peut être un chiffre, une chaîne de caractères, un tableau ou un objet. L'objet, ne paniquez pas forcément dessus, ce n'est ni plus ni moins qu'un tableau associatif. C'est comme un tableau, sauf qu'on peut définir des clés particulières. Voilà, donc les variables constituent véritablement les fondations de nos algorithmes. Donc ce que je vous propose dans le prochain chapitre, c'est de parler de l'utilisation des conditions. Comment tester qu'une valeur est bien celle attendue.